Parfait, merci. Oui, oui. Je vais prendre un peu de réserve parce que la bouche m'assèche régulièrement. Non, ça va aller, je pense. J'ai une voix. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour recevoir donc aujourd'hui Monsieur Serge Joyal, qui est donc un sénateur canadien qui va nous parler de Paul de Maisonneuve, il vous en dira beaucoup plus que moi, qui a contribué donc à la création au Canada de la ville de Montréal, qui fête donc cette année 2017 les 375 ans de sa fondation. Nous voudrions remercier à ce propos une de nos fidèles adhérentes, Madame Solange Deloisy, Madame Deloisy qui est parmi nous ce soir, et c'est grâce à elle que nous avons pu avoir ce contact avec Monsieur Joyal et nous l'en remercions profondément. Voilà, je vais laisser la parole, je crois que le plus simple, enfin simplement toute petite chose sur Monsieur Serge Joyal, qui est un homme politique au Canada, bien évidemment sénateur, il a été ministre, il a été député, si je ne me trompe pas, mais aussi c'est un grand passionné d'histoire, c'est un très grand collectionneur d'art, il a contribué à la mise en place de beaucoup d'expositions donc au Canada, il est très grand collectionneur, donc il a fait don de nombreuses œuvres à de nombreux musées au Canada. Donc voilà, quelqu'un qui a beaucoup apporté, je crois, à son pays. Je voudrais le remercier et je voudrais aussi le remercier profondément pour avoir accepté de venir honorer notre modeste association de la montagne Sainte-Geneviève. Voilà, merci beaucoup. Merci. Juste 2 secondes, parce que comme c'est... Je voulais accueillir tout particulièrement avec votre accord, monsieur le sénateur, on s'est rencontrés très brièvement tout à l'heure. Vous dire, monsieur le sénateur, que votre conférence a fait les honneurs du journal, du journal du 5e. Remercier évidemment Solange, qui est à l'initiative de cette belle conférence. Vous dire que, mais vous le savez qu'il y a un lien qui est très fort avec évidemment le 5e arrondissement, et c'est pas un hasard si c'est l'association de la montagne Sainte-Geneviève qui est à l'origine de l'organisation de cette conférence. L'association est hébergée à la mairie depuis des décennies, ce qui est très rare, depuis 1930 très précisément, même si l'association date de 1895, et le éminent personnage dont vous allez parler, le sieur de la Maisonneuve, a habité pas très loin d'ici, monsieur le sénateur. Je ne sais pas si vous connaissez bien le quartier d'Alatin, mais juste, voilà, là-bas, en descendant la rue du Cardinal Lemoine, il n'en reste plus rien, hélas. Et puis après, vous y reviendrez, il a été inhumé dans une chapelle dont il ne reste plus grand-chose, mais il y a une très belle école, qui est l'école de la rue Rollin, voilà. Et nous avons indirectement rendu hommage l'année dernière à ce personnage, et puis à travers lui à Montréal, dans le cadre d'un festival que j'ai initié qui s'appelle le festival Quartier du Livre. Voilà, donc vous y êtes cordialement invités si vous voulez venir reparler à travers les écrits de cet éminent personnage. Voilà, très bonne conférence. Je repars à d'autres événements qui sont dans la mairie. Voilà, monsieur le sénateur, au revoir, merci beaucoup et très bonne conférence. Merci. Madame la maire, et quand je vais parler de Maisonneuve, qui avait vécu 11 ans dans le 5e, qui était inhumé dans la crypte sous l'école
parlementaire, elle m'a tout de suite dit d'accord. Donc c'était important, donc c'est bien grâce à vous que ce soir... Merci et bel échange, monsieur le Merci sénateur. bien. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi d'abord de remercier Madame Solange Deloisy de l'invitation qu'elle m'a transmise il y a déjà quelques mois. En fait, elle avait évidemment été informée qu'à Montréal, on allait célébrer cette année le 375e anniversaire de fondation de la ville et que, par conséquent, il essayait de rappeler le souvenir de Maisonneuve dans ce quartier, dans le 5e, compte tenu, comme le disait tantôt Madame la maire, qu'il a été inhumé donc dans ce quartier, dans la chapelle des prêtres de la doctrine chrétienne, et qu'il y a passé les 11 dernières années de sa vie. Je voudrais, avant de m'attarder, si vous voulez bien, au personnage lui-même de Maisonneuve, vous situez un peu l'époque où, évidemment, nous retrouvons. Maisonneuve est né en 1612, il est décédé en 1676, donc nous sommes au tout début, évidemment, du XVIIe siècle. Et ce début du XVIIe siècle, vous me permettrez de revenir sur certains événements historiques d'importance, parce que j'ai une formation de juriste et en plus en droit public, j'ai donc le défaut de toujours poser les questions dans leur perspective plus générale plutôt que de me concentrer immédiatement sur le personnage. Et je crois d'ailleurs personnellement que si on veut bien comprendre un personnage, il faut comprendre l'époque, il faut comprendre l'ensemble du monde, de la société, de l'état du pays dans lequel, évidemment, la personne est née et la personne a évolué et, évidemment, fourni une contribution que l'on veut commémorer. Et donc, ce personnage, Paul de Chemédé de Maisonneuve, évidemment n'est pas né dans ce quartier. Il est né à Neuville-sur-Vanne, en Champagne, dans une petite commune qui aujourd'hui compte 450 habitants. Donc, ce n'est pas vraiment une communauté beaucoup plus importante en termes d'habitants, je l'insiste, qu'elle ne l'était au moment de la naissance de Maisonneuve. C'est une commune donc qui est environ à 2 heures de Paris, donc pas très loin finalement de Paris, mais qui est une commune qui finalement est restée au point fixe depuis près de 380 ans même, et au-delà de 400 ans. C'est pas une commune donc qui était au carrefour, et ça j'insiste là-dessus, c'est pas une commune qui avait évidemment front sur mer, ce n'est pas une commune maritime. On peut comprendre qu'à cette époque-là, si on avait un intérêt pour le Canada, il était plus facile de le nourrir si on était en Normandie ou en Charente-Maritime, comme Champlain à Brouage, ou encore la majorité de nos ancêtres qui proviennent donc du nord de la France, de Dieppe, de Saint-Malo. Comme vous le savez, le premier explorateur français du Canada, Jacques Cartier, était originaire de Saint-Malo. Il vient donc au Canada, Jacques Cartier, en 1534. Et je mentionne cette date-là parce que 1534, nous sommes au tout début, si vous voulez, de ce que j'appelle l'ère des grandes explorations. Vous vous souvenez évidemment de la découverte par Christophe Colomb des côtes de l'Amérique en 1492. Donc, nous sommes à la fin du 15e siècle, tout début du 16e siècle. Et ce qu'il y a, comme je vous souligne de remarquable, c'est que le personnage de Paul de Chemédé de Maisonneuve n'est pas un marin. Ce n'est pas une personne qui est, qui a baigné dans la culture que j'appellerais maritime. Ce n'est pas une personne qui a évolué dans le cadre des grands espaces maritimes et dans le cadre des grandes explorations. Puisque le Canada ayant été d'abord exploré par Jacques Cartier, 1534, qui y reviendra environ quelques années plus tard, en 1543, Jacques Cartier reviendra à Montréal. C'est lui le premier qui a visité l'île de Montréal. Et l'île de Montréal, à cette époque-là, est un lieu de transit pour des différentes populations autochtones qui vivent le long du Saint-Laurent.
ce qu'on appelle les Iroquois, c'est-à-dire les Iroquois. Il y a un groupe, dans ces populations autochtones des Iroquois, il y a 5 grandes nations qui partagent tous cette famille d'être situées le long des 2 rives du Saint-Laurent et qui se partagent en définitive l'occupation des territoires. Ce sont des populations nomades, ce ne sont pas des populations sédentaires. Ils n'y prennent pas racine de manière permanente. Ces populations se nourrissent principalement de pêche et se nourrissent également de culture des 3 sœurs, le maïs, la courge et les haricots. Et lorsque la terre ne produit plus suffisamment, parce qu'évidemment on ne l'enrichit pas, eh bien on plie bagage et on va se déplacer ailleurs. Ce sont donc des nomades. Lorsque Jacques Cartier se rend à Montréal, donc en 1543, Montréal évidemment s'appellera Hochelaga. Le nom de la ville est d'abord un nom autochtone, comme je l'ai mentionné hier soir. Plusieurs des noms canadiens ont gardé leur origine amérindienne. Et donc, Cartier constate que la pointe de l'île où il aborde est un endroit où les Autochtones viennent faire des échanges. Donc, c'est un lieu de troc, c'est un lieu de négoce, puisque les Autochtones avaient, si vous voulez, développé ce genre de commerce. Certains faisaient des poteries, comme les Iroquois, par exemple, faisaient des poteries, qu'ils échangeaient contre des paniers pour d'autres nations qui faisaient des paniers, etc. Donc, ils commerçaient entre eux. Et évidemment, cette période de la fin du 15e siècle est une période extrêmement importante parce qu'il y a une dispute entre l'Espagne et le Portugal pour se partager le monde. Alors, comme évidemment je le mentionnais tantôt, Christophe Colomb ayant abordé les rives de l'Amérique du Sud et non pas l'Amérique du Nord, je tiens à le signaler, il s'est posé très rapidement une concurrence vive entre le Portugal et l'Espagne. Le Portugal était en ce moment-là une très grande nation de navigateurs, d'explorateurs, et le roi d'Espagne et le roi du Portugal se disputaient la propriété de ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Et c'est en 1494 qu'est signé le traité de Tordesillas, qui partageait le monde entre l'Espagne et le Portugal. C'est ce qui fait que le Brésil, évidemment, est lusophone, alors que d'autres pays de l'Amérique du Sud sont évidemment hispanophones, selon leurs racines de colonisation déterminées par ce traité de Tordesillas de 1494. Donc, on est vraiment dans une époque où on se partage le monde et le roi de France, évidemment, les rois de France de cette époque-là assistent d'une certaine façon en spectateurs à la conquête du Nouveau Monde. C'est presque, si je peux faire une comparaison, la course vers la Lune. Le premier qui y arrive, celui qui plante son drapeau, évidemment, peut en réclamer la propriété. Vous savez que, là je vous parle avec un exemple canadien, lorsque vous savez qu'il y a une dispute sur l'étendue du plateau continental de l'Arctique au nord du Canada, et vous avez vu les Russes, en 1999, envoyer un sous-marin planter un drapeau au fond de l'océan Arctique, évidemment à la manière donc des explorateurs du 15e et du 16e siècle. Premier arrivé, premier drapeau planté, donc souveraineté royale réclamée, revendiquée sur ces territoires. C'est un élément très important parce que les Espagnols et les Portugais se rendent compte d'une chose, c'est que en s'appropriant ces territoires qui sont considérés terra nullius, donc la terre de personne. Par conséquent, comme je le soulignais tantôt, premier arrivé, premier servi. C'est celui qui trouve qui garde. Alors, c'est extrêmement important parce qu'à cette époque-là, on s'est rendu compte, évidemment, qu'il y avait des ressources naturelles, mais surtout qu'il y avait des populations autochtones. Et ça, je crois qu'il faut s'en souvenir de manière extrêmement précise parce que ces populations autochtones, pendant un certain nombre d'années, on s'est demandé si elles avaient une âme. Et par conséquent, si elles n'avaient pas d'âme, on pouvait les assujettir en esclavage. Ce n'étaient pas des humains. Conserver cet élément-là qu'on a oublié au fil des années parce que vous allez voir, tout ça a ressurgi en 2013 aux Nations Unies, donc plus de presque 500 ans plus tard, et je vous expliquerai sous quelle forme. Donc on est en terra nullius, une terre qui n'appartient à personne.
on est également face à des populations dont on dispute le caractère d'humanité. On ne croit pas que ce sont des humains. Et il faudra attendre quelques années, jusqu'en 1537, donc 3 ans après l'exploration du Canada, pour qu'une bulle du pape Paul III détermine que ces populations autochtones avaient une âme. Et vous me voyez venir par rapport à Paul de Chemédé de Maisonneuve. Donc, le pape, par une bulle de Sublimus Deus, signée le 9 juin 1537, détermine que, donc une bulle pontificale, qui sera ignorée complètement par les souverains espagnols et portugais. Pourquoi? Parce qu'on veut assujettir ces populations. C'est évidemment le commerce, la traite des esclaves qui trouve ses assises dans cette approche, si vous voulez, qui nie l'existence humaine à ces populations. Et vous connaissez évidemment comment, au XVIIIe siècle, le commerce des esclaves, la traite des esclaves, sera un des commerces les plus lucratifs, non seulement pour la cour d'Espagne, mais pour les États-Unis, les indépendants, même la cour de Louis XV. Les mauvaises langues disent que finalement, même Voltaire avait des intérêts dans une compagnie qui faisait la traite des esclaves, et il était lui-même l'apôtre de la conservation de la Guadeloupe et de la Martinique, parce que c'était des plaques tournantes du commerce des esclaves, alors qu'au Canada, pour une raison que je vous expliquerai plus tard, le commerce des esclaves, il y a eu des esclaves, mais il n'y a pas eu de commerce des esclaves comme tel, sur l'échelle comparable qu'on connaîtra en Afrique, évidemment, et en Amérique du Sud. Et c'est donc en 1537 que le pape détermine que ces populations autochtones ont une âme et que, par conséquent, ce sont des populations qui sont en déshérence de la foi catholique, de la foi universelle, et pour être un bon sujet du roi, faut-il encore être catholique. Les deux qualités de sujet du roi et évidemment de converti sont les deux qualités inséparables, puisque évidemment le roi est souverain par la grâce de Dieu, et par conséquent la religion est intimement imbriquée avec la souveraineté monarchique qui s'impose sur ces territoires. Je mentionne cela parce que vous allez le constater, au moment où ce débat fait rage entre les cours d'Espagne et la cour du Portugal et le roi de France, qui déclara, François Ier, dans une phrase célèbre que je suis certain que plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendue, François Ier a déclaré, quand il a pris connaissance de l'impact du traité de Tordesillas qui avait été signé plusieurs années plus tôt, il a dit « Je voudrais voir la clause du testament d'Adam qui m'a exclu du partage du monde ». Puisque, évidemment, on avait partagé, les deux puissances maritimes de l'époque s'étaient partagé le monde, et par conséquent, et qu'ils exploitaient déjà, comme vous savez, avec l'or qui était abondant chez les populations autochtones d'Amérique du Sud en particulier, ce qui n'existait pas au Canada. Il n'y avait pas d'exploitation d'or au Canada, ou enfin de métaux précieux, ce qui n'était pas le cas en Amérique du Sud. Et c'est ce qui a fait la grande fortune de l'Espagne et du Portugal pendant tout le XVIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire l'exploitation donc des métaux précieux et l'exploitation des esclaves. C'était les deux matières premières, si je puis utiliser ces termes non politiquement corrects, pour décrire donc le monde commercial de cette époque. Je le mentionne parce que lorsque Champlain, qui évidemment vient au Canada dans la suite de Jacques Cartier en 1604, donc 50 ans environ, 60 ans plus tard, Champlain explore non seulement les rives du Saint-Laurent où Jacques Cartier était venu plusieurs années plus tôt, puisqu'en 1543, Jacques Cartier avait tenté de s'établir en banlieue de Québec sur un promontoire surplombant le Saint-Laurent, mais la colonie avait duré à peine 2 ans et on avait dû remballer, en particulier la dysenterie, le scorbut avait éliminé la majorité des hommes. On ne connaissait pas évidemment le traitement
du scorbut. Ce sont les Autochtones d'ailleurs qui leur montreront aux Français de l'époque, aux colonistes de l'époque, comment se traiter de cette maladie. Mais cette maladie avait décimé carrément la bourgade établie par Cartier. Et en 1545, on replie bagage. Et évidemment, ce sont les guerres de religion en France qui prennent le dessus et l'attention du pouvoir royal. Toute l'attention est évidemment de se concentrer à régler les problèmes internes avant de tenter de continuer d'explorer le monde. Et il faudra attendre évidemment l'arrivée d'Henri IV, au moment où le royaume se pacifie, pour que l'on reprenne, des marchands protestants de La Rochelle reprennent l'idée d'explorer et de tenter de s'implanter à nouveau au Canada, en Amérique du Nord, puisque, évidemment, quelques années plus tard, le fameux Mayflower, vous savez, ce navire qui transportait, évidemment, les Quakers, j'allais dire britanniques, mais enfin anglais, qui s'installent, eux, sur la côte américaine, là où Champlain était déjà passé. C'est très important de le dire, parce que je le dis, si vous me permettez une histoire personnelle, j'ai une maison de vacances qui se situe exactement là où Champlain, jusqu'où il est descendu sur la côte est américaine. Il est descendu donc jusqu'à mi-hauteur du Massachusetts, et c'est lui d'ailleurs qui a donné Cape Cod, c'est le cap aux morues, et c'est le nom que Champlain lui-même a indiqué sur ses cartes. Donc, le Champlain revient 60 ans plus tard pour explorer à nouveau le Saint-Laurent, et Champlain, évidemment, est à l'emploi d'un groupe de marchands protestants de La Rochelle. Vous connaissez l'importance de La Rochelle comme siège du protestantisme. Je ne veux pas aller trop vite dans l'histoire. Vous connaissez les déboires évidemment de Richelieu, de La Rochelle. La Rochelle est essentiellement une ville commerçante, protestante, huguenote, et au moment comme vous le savez, de la révocation de l'édit de Nantes, les protestants quitteront. Ils ont déjà goûté à la Saint-Barthélemy 100 ans plus tôt, et lorsque, évidemment, Champlain quitte La Rochelle pour faire cette exploration au bénéfice des marchands donc protestants, il arrive en Acadie en 1604, tente lui aussi d'y établir une base permanente. C'est à l'île Sainte-Croix, qui aujourd'hui d'ailleurs est fait partie du territoire américain, ce n'est plus un territoire canadien, mais la première tentative de Champlain est donc en 1604 en Acadie. Il reviendra à Québec en 1608. Et donc, 1608, 4 ans avant la naissance de Paul de Chemédé de Maisonneuve. Comme vous voyez, je me rapproche de Paul de Chemédé de Maisonneuve. Champlain est un personnage absolument remarquable. Et les historiens l'ont décrit comme étant le père de la Nouvelle-France. Et je crois qu'on peut soutenir cette qualification-là parce que l'établissement de Québec va durer. La grande qualité de Champlain, c'est d'avoir duré, et comme celle de Maisonneuve, dont je parlerai tantôt. C'est-à-dire que l'établissement qui est fondé à Québec en 1608 sera permanent. Et ce n'est pas évident, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, le commerce de la Nouvelle-France a été concédé à des corporations privées, entre autres à la Compagnie des Cent Associés. Donc, c'est une compagnie qui réunit des marchands qui se partagent les bénéfices du commerce des fourrures, puisqu'on s'est rendu compte assez rapidement, comme j'ai mentionné tantôt, qu'il n'y a pas d'or, ni de mine d'or, ni d'argent, il n'y a pas de métaux précieux immédiatement accessibles, et les Autochtones non plus n'ont pas appris le raffinement des métaux, comme les indigènes de l'Amérique du Sud l'avaient fait, comme vous savez. Vous connaissez tous l'histoire du trésor de Montezuma. On a tous lu ses aventures dans nos jeunes âges, et par conséquent, les Amérindiens du Canada n'ayant pas découvert la technique du raffinement des métaux, il n'y a pas d'or ni d'argent. La seule ressource naturelle de l'époque, c'est le commerce des fourrures. Et le commerce des fourrures, qui, croyez-vous, se lance dans le bois pour aller attraper les visons, les blettes, les castors, les rats musqués, enfin tous ces animaux à pelage dense que l'on utilisait évidemment pour les fameux tricornes.
pour ces chapeaux qui deviennent évidemment les éléments de la mode de l'époque, eh bien, ce sont les Amérindiens. Alors, on a besoin des Amérindiens pour se disperser dans le bois, pour évidemment faire la chasse de ces animaux et de revenir aux postes de traite. Et où sont les postes de traite? Eh bien, sur le bord du rivage du Saint-Laurent. Alors, très rapidement, donc, l'idée de s'installer là où les populations amérindiennes transitent pour faire ce commerce des fourrures, c'est là où finalement on trouve que l'établissement est le plus simple parce que annuellement, après la saison de la chasse, les Amérindiens évidemment convergent vers ces points de traite et ils apportent avec eux évidemment dans leurs canots d'écorce les ballots de fourrure qu'ils échangeront contre des haches, des têtes de hache en métal, comme je le mentionnais. Ils ne connaissent pas le raffinement du métal non plus, contre des mousquets par la suite et contre en particulier des chaudrons de cuivre, parce que, évidemment, les récipients qu'ils utilisaient pour la cuisine, c'était des récipients de terre cuite qui se cassaient, fragilisaient assez rapidement après avoir servi pendant peu de temps, puisque la chaleur, évidemment, finissait par les faire éclater. Donc, toutes sortes, enfin, d'objets utilitaires et, évidemment, de la verroterie. Parce que les Indiens adoraient, évidemment, coudre ou faire coudre sur leurs vêtements par les femmes ces décors de verroterie qui ornaient, évidemment, leurs costumes et qui enjolivaient, évidemment, la tenue cérémonielle des chefs. Donc, au moment où nous nous retrouvons au début du XVIIe siècle, il y a un autre courant dont il faut bien se souvenir, et c'est celui de la contre-réforme dans la suite du Concile de Trente. Vous connaissez évidemment les éléments du Concile de Trente, réunis pour lutter contre l'apparition du protestantisme, des thèses de Luther, et évidemment de la décision de Henri VIII de rompre avec Rome. Et le Concile de Trente, en réaction à ce mouvement de réforme, a imaginé une contre-réforme pour pouvoir lutter contre l'expansion du protestantisme qui, évidemment, commençait à gagner plusieurs pays européens, en particulier les Pays-Bas. Et il faut bien comprendre également qu'à cette époque-là, je vous suggère d'aller voir d'ailleurs l'exposition au Louvre de François Ier et les peintres du Nord. Les Pays-Bas, c'est une nation de marchands à cette époque-là, c'est une grande nation de marchands, et évidemment, les Pays-Bas, eux aussi, supportaient le commerce des fourrures. En fait, New York ne s'appelait pas New York, New York s'appelait New Amsterdam. Donc, c'était la nouvelle Amsterdam. Et les Hollandais avaient pris vraiment pied à cette hauteur-là de l'Amérique du Nord. Et évidemment, les Hollandais étaient relativement stratèges. Ils savaient qu'il y avait entre toutes ces populations, toutes ces nations autochtones qui se répandaient sur le territoire, ils savaient qu'il y avait des rivalités. Il ne faut pas croire que c'était, si vous voulez, un peu comme on les a représentés au 19e siècle. En particulier, il y a un peintre à Montréal qui est très célèbre, Cornelius Krieghoff, qui représentait au 19e siècle les Autochtones un peu, si vous voulez, comme dans le jardin de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire, n'est-ce pas, tout le monde naît bon, la nature est bonne, on ne fait que la chasse et entre-temps on se repose, on fume le calumet et puis on se recrée et on fait donc une vie de Club Med, si vous voulez, avant le temps. Les Hollandais, donc stratèges, entretenaient les rivalités entre les nations autochtones. Et je le mentionne parce que lorsque Champlain vient à Montréal, dans ses voyages, en 1611 en particulier, il constate que la bourgade que Jacques Cartier avait identifiée dans ses relations, parce que Jacques Cartier a écrit, et j'insiste là-dessus, il a écrit. Et Champlain a écrit également. Champlain racontait, donc, tenait un journal de bord. Et à cette époque-là, c'est extrêmement important de le mentionner parce que Maisonneuve, malheureusement, n'a pas écrit. Maisonneuve n'a pas tenu de journal de bord. Autant Champlain a tenu
un récit très détaillé des endroits qu'il explorait, qu'il cartographiait lui-même, parce qu'il était également cartographe. Donc il décrivait la flore, la faune, la nature, les mœurs des habitants qu'il rencontrait, tout comme le père Sagard, à l'époque, était un récollet, au tout début du XVIIe siècle, faisait lui aussi des relations, c'est-à-dire, en somme, le bulletin de nouvelles du soir. À la fin de la journée, ils notaient dans leur journal de bord ce qu'ils avaient vu, les événements qui s'étaient produits, les caractéristiques nouvelles, les choses qu'ils voyaient. Et donc, aujourd'hui, ce sont les sources de première valeur pour comprendre la dynamique de ce monde-là, qui, évidemment, est à 1 million de lieues de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je le mentionne parce que lorsque M. de Maisonneuve sera retenu, c'est-à-dire que lorsqu'il sera engagé par la Société du Saint-Sacrement, et vous allez me dire, vous allez voir comment toute cette histoire de l'Église, des explorations, du commerce sont des histoires qui évoluent en parallèle, qui sont inextricablement liées. Dans ce mouvement de la contre-réforme, qui gagne évidemment la France, en particulier de Louis XIII, une France qui, comme vous le savez, vit souvent dans j'allais dire, les fractions politiques. Il y a plusieurs partis à la cour qui se disputent évidemment l'influence, qui se disputent également le territoire français, puisqu'on est encore, l'unité territoriale de la France reste encore à réaliser comme on la connaît aujourd'hui. Et dans ce mouvement de contre-réforme, il y a plusieurs sociétés de dévots, c'est-à-dire des personnes de l'aristocratie, de la noblesse, des membres des ordres religieux qui se regroupent pour des fins de prosélytisme, c'est-à-dire de tenter d'influencer le cours de l'évolution, évidemment, de la vie politique française sous Louis XIII. Et cette société du Saint-Sacrement est une société importante parce que les personnages qu'on y retrouve sont parmi ceux qui ont l'oreille du roi. Et c'est toujours, évidemment, celui qui est le plus près du pouvoir qui finit par avoir, évidemment, être en mesure d'influencer la décision. Cette société du Saint-Sacrement nourrit l'idée de financer une expédition de colonistes qui auraient pour mission essentiellement d'établir au Canada un poste missionnaire pour l'évangélisation des sauvages. Et j'utilise le mot sauvage, encore une fois, non banni de notre vocabulaire d'aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'est la manière dont on, évidemment, décrivait les populations autochtones. Cette société, donc, du Saint-Sacrement, est en particulier animée par M. de Renty, qui est le président, celui qui dirige les activités de la société. Et très tôt, des membres de la société, M. Ollier, M. de la Dauversière, qui sont membres. M. de la Dauversière est un percepteur d'impôts de la Flèche. Ce n'est pas un personnage très influent à la cour, c'est un personnage, j'allais dire, de région, mais il fait partie de cette société. Je n'ose pas faire de parallèle avec les sociétés franc-maçonnes, puisque, évidemment, je commettrais un sacrilège, mais ce sont des sociétés qui restent secrètes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des sociétés ouvertes, n'entre pas qui veut. Il faut être parrainé, il faut, comme on dit communément, montrer patte blanche. Il faut démontrer que non seulement on est un bon catholique, mais encore qu'on est un dévot. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire un peu plus pour le salut des âmes. Et ce un peu plus pour le salut des âmes, il est stimulé par la lecture des relations des jésuites. Donc, troisième source d'information sur j'oserais dire, la société de cette époque-là. Parce que les jésuites, qui sont très tôt des missionnaires de la Nouvelle-France, sont passés les maîtres de la tenue du journal de bord. C'est vraiment, non pas seulement les infos télévisées
de 17 heures, mais également les commentaires, n'est-ce pas, de ces tables rondes où on invite des experts, j'allais dire de supposés experts, mais enfin des experts pour venir deviser sur ce qui s'est passé dans l'actualité du jour. Donc les relations des jésuites ont ceci de formidable, c'est qu'elles répandent par leur lecture dans les sociétés de dévots l'idée de l'apostolat, c'est-à-dire l'idée d'aller dans ces pays lointains et d'y travailler à la conversion des sauvages. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai souligné tantôt, ce sont des personnes humaines qui ont maintenant une âme. Et ayant une âme, on peut donc les convertir. En les convertissant, on en fait des enfants de Dieu. En faisant des enfants de Dieu, on en fait des bons sujets du roi. Alors donc, vous comprenez comment tout ça est pyramidal dans la conception philosophique de l'époque. Et dans cette idée de réflexion sur l'évangélisation des territoires, il vient rapidement, en 1641, à l'attention de la Société du Saint-Sacrement, de former une société Notre-Dame de Montréal, qui aurait pour but donc de financer une expédition à Montréal pour y établir un poste d'évangélisation des Autochtones. Ce n'est donc pas un but commercial, je tiens à le souligner, même si le site est un site où, comme je l'ai souligné tantôt, traditionnellement, il se faisait du troc, des échanges, du commerce, bien connu des populations autochtones. Cette société de Montréal, donc, on cherche à la Société du Saint-Sacrement un chef d'expédition. Et ce chef d'expédition sera Paul de Chemédé de Maisonneuve. Paul de Chemédé de Maisonneuve, il a participé aux batailles de la guerre de 30 ans. Vous connaissez évidemment certainement cet épisode dans l'histoire de France. La guerre de 30 ans donc, s'est déroulée de 1618 à 1648. Maisonneuve arrive à Montréal en 1642. On est encore dans les affres de la guerre de 30 ans. Et Maisonneuve a combattu aux Pays-Bas, en Hollande, les protestants engagés dans l'armée française. C'est donc un militaire, c'est une personne qui a une formation militaire. Ce n'est pas un explorateur, ce n'est pas un ethnologue, entre guillemets, comme l'était Champlain, s'attardant sur la faune, la flore, les mœurs des populations. Il est retenu parce qu'il a une formation militaire. C'est sa première qualité. Sa seconde qualité, évidemment, c'est qu'il est certainement un catholique, un dévot, puisqu'on veut l'envoyer en plein cœur d'une contrée, d'une partie du Canada qui est considérée hostile parce que sous l'emprise des Iroquois. Et j'insiste sur cette partie-là parce que les Iroquois vont devenir les démons de l'histoire. Il y a toujours, évidemment, dans une histoire, ça prend toujours pour susciter un affrontement, un ennemi très bien dessiné, très bien identifié. Et dans cette histoire, les Iroquois sont vraiment les ennemis de l'établissement de la colonie de Maisonneuve qui quitte La Rochelle en 1641 à bord de 2 navires. Un navire qui, lui, est occupé par Jeanne Mance et l'autre par Maisonneuve. Donc on voyage en séparés. C'est un peu comme les familles royales, ils ne partent jamais tous sur le même avion pour s'assurer que s'il y en a un avion qui tombe, la dynastie n'est pas éteinte. Eh bien, à cette époque-là, on sépare le groupe des recrues qui doivent se diriger vers Montréal, qu'on appelle Ville-Marie, puisque c'est un poste essentiellement missionnaire qu'on veut fonder. Eh bien, le navire de Jeanne Mance, qui est une des recrues donc de la Société de Montréal, une femme qui est célibataire et qui viendrait supporter, si vous voulez, j'oserais dire, les éléments humanitaires de la colonie, c'est-à-dire prendre soin des malades, prendre soin des blessés et s'assurer aux tâches domestiques. Puisque, comme vous savez, la société est très bien divisée à cette époque-là. Il y a des tâches qui sont dévolues selon les sexes. Et Jeanne Mance, donc, s'embarque à bord d'un navire. Et Jeanne Mance a ceci de très particulier, c'est qu'elle connaît une mécène, une aristocrate très riche,
à la cour, et cette dame donc lui fera don de 20 000 livres pour aller établir la colonie, parce qu'on a besoin d'argent, évidemment, comme dit l'autre, pour convertir les gens, ça ne peut pas se faire uniquement avec des prières. Ça prend aussi un pécule. Et donc, Jeanne Mance a ce contact privilégié par un récollet avec une mécène anonyme. La dame reste anonyme. Et évidemment, le hasard fait que le navire de Jeanne Mance arrive après 3 mois. Donc, la traversée, 3 mois. Le navire de Maisonneuve, alors lui, pas de chance. Il prendra 5 mois. Et il y aura 4 tentatives de départ. Comme vous savez, on prend la mer, et puis à un moment donné, on fait face à des vents adverses, et puis on est repoussé pratiquement sur le rivage. Maisonneuve reviendra au port de La Rochelle 4 fois. Et évidemment, à chaque fois, évidemment, il perd des recrues. Parce qu'à un moment donné, les recrues, je n'allais pas dire en ont marre, mais il y a évidemment à l'intérieur de ces navires, il ne faut pas croire que c'est le Queen Mary II. Il y a les poux, il y a les vers, il y a la dysenterie, il y a le scorbut, et il y a évidemment la promiscuité, le manque d'hygiène, etc. C'est une traversée, j'oserais dire, c'est une épreuve comme on n'en voit pas à la télé, de ces groupes qui s'en vont se poser dans l'Amazonie pour vivre, n'est-ce pas, dans le cadre naturel et éprouver ce que des générations antérieures ont vécu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'était la traversée à cette époque-là. Donc Maisonneuve met 5 mois avant d'atteindre le rivage, et il est trop tard lorsqu'il arrive donc sur les rives de Québec pour se rendre à Montréal, puisque évidemment le fleuve gèle l'hiver. Et donc, on ne peut pas, évidemment, naviguer. Et il n'y a pas de route. Il n'y a pas ce que le général de Gaulle fera triomphalement en 1967. Il n'y a pas de chemin du roi. On ne peut pas donc longer le Saint-Laurent puis en diligence et faire route, évidemment, vers Québec. Il n'y a pas d'ailleurs de cheval en Nouvelle-France à cette époque-là. Ce n'est que plus tard que le premier cheval arrivera. Donc, tout cela en détail, si vous voulez, mais pour vous situer jusqu'à quel point cette expédition tient littéralement presque de la foi qui transporte les montagnes, c'est-à-dire une certaine forme d'irréalisme pratiquement, puisque le groupe de Maisonneuve et de Jeanne Mance veut aller s'établir à Montréal, et lorsqu'ils arrivent à Québec, le gouverneur Montmagny leur dit « Mais vous êtes tombés sur la tête, vous arrivez en plein conflit avec les Iroquois, et il n'y a personne qui ne s'aventure plus jusque-là tant qu'on n'aura pas réussi à pacifier les Amérindiens, et je vous ordonne de rester à Québec, et je vous offre en contrepartie de l'île de Montréal, l'île d'Orléans. » Alors ceux et celles d'entre vous qui connaissez l'île d'Orléans, c'est cette espèce d'île paradisiaque qui est juste en amont de Québec, où Champlain, d'ailleurs, lorsqu'il y était passé, avait vu des vignes, donc il croyait que le terrain était propice à la culture de la vigne. C'est une sorte de microclimat au milieu du Saint-Laurent. C'est resté encore aujourd'hui un joyau, ce sera site du patrimoine mondial, et c'est un endroit qui est resté, je vois mon collègue et ami, le ministre Ouellet et Mme Ouellet, qui eux ont habité Québec et connaissent bien l'île d'Orléans. C'est l'endroit où vous voulez tous vous retraiter un jour, puisque c'est un endroit où il fait vraiment très bon vivre. Alors Montmagny offre en échange de l'île de Montréal à Maisonneuve l'île d'Orléans. Évidemment, quand vous avez la foi, on a beau vous offrir, comme disait ma mère le Pérou, vous voulez évidemment assumer votre destin. Et le printemps suivant, 1642, le groupe se dirige vers Montréal et est accompagné par Montmagny. Parce que Montmagny, évidemment, n'a pas renoncé à son projet de désintéresser Maisonneuve et de garder plutôt ce groupe de colonistes près de la ville de Québec, enfin la ville, près de la bourgade de Québec. Puisque nous sommes en 1642, Champlain décédé en 1635, donc on est vraiment dans les premiers balbutiements de l'enracinement français au Canada. Et cet enracinement français, croyez-moi, il n'est pas facile ni simple, parce que la Compagnie des Cent Associés
dont j'ai parlé tantôt, n'est-ce pas, ce groupe de marchands français qui s'était fait concéder l'exclusivité du commerce des fourrures, avait aussi, dans le contrat qu'ils avaient signé avec l'autorité royale, pris sur eux d'établir 20 colons par année. 20 colons par année pour un continent comme le Canada. Alors, à ce rythme-là, vous vous rendez compte où on en serait aujourd'hui. Et évidemment, les centres associés, pour des raisons que vous imaginez très bien, ce qui les intéresse, c'est d'abord le commerce des fourrures, les permanences sur place, c'est pas vraiment leur tasse de thé, comme dirait Sa Majesté la Reine d'Angleterre, c'est vraiment pour eux, évidemment, le commerce, un peu d'ailleurs comme les Basques et les chalutiers français qui faisaient la pêche à la morue le long des côtes de Terre-Neuve, Saint-Pierre-Miquelon, il y avait des postes, donc où on séjournait pendant quelques mois pour faire sécher la morue, mais évidemment on repartait par la suite, il n'y avait personne qui y prenait racine. Et donc on est dans cette période où le contexte, si vous voulez, des relations avec les Amérindiens est extrêmement hostile, et dans une réplique qui est restée célèbre et que l'on retrouve sur le monument de Paul de Chemédé de Maisonneuve qui occupe la place d'Armes à Montréal face à la basilique Notre-Dame, lorsque Montmagny lui dit « Je vous ordonne donc de rester à Québec », Montmagny lui déclare ceci, et c'est une phrase qui est en lettres d'or sur le piédestal du monument sur laquelle je reviendrai plus tard, et Maisonneuve dit ceci, c'est Delier de Casson qui le rapporte dans ses relations, « Il est de mon honneur d'accomplir ma mission. Tous les arbres de l'île de Montréal devraient-ils se changer en autant d'Iroquois? » En d'autres mots, comme vous voyez, c'est la foi qui transporte les montagnes. Montmagny ne réussit pas à décourager Maisonneuve, même s'il lui intime l'ordre de rester à Québec. Finalement, le groupe fait voile vers Montréal et le 17 mai, donc 1642, débarque sur la pointe de l'île dont Champlain avait mentionné l'existence au confluent donc du Saint-Laurent et d'une petite rivière qui coule à cet endroit-là, qu'on nommera la rivière Saint-Pierre. Et c'est là où le premier fort de Maisonneuve est construit. Et il y a ceci de remarquable, et celles et ceux d'entre vous qui auront l'occasion de vous rendre à Montréal, je vous suggère fortement d'aller visiter les traces du fort de Maisonneuve qu'on a retrouvé, croyez-le ou non, sous les fondations de l'endroit même où sur toutes les cartes on disait que le premier établissement avait été construit. On voit les traces de pieux, vous savez, ces trous ronds dans la terre, et on voit même les fondations de la grande maison qu'on a construite à cette époque-là, puisque c'était, en somme, et vous me permettrez, si vous voulez, je ne veux pas trivialiser la situation, mais le groupe de Maisonneuve, la quarantaine de personnes de Maisonneuve, on ne veut pas construire une maison pour chacun, on vit en commune. On construit simplement un grand bâtiment et tout le monde vit à l'intérieur du même bâtiment. Il va y avoir des cloisons, évidemment, forcément, mais tout le monde est à l'intérieur du même bâtiment. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on craint les attaques des Iroquois et il vaut mieux se serrer, comme on dit, les uns sur les autres à l'intérieur du fort. Et ce sont ces traces, ces vestiges de la fondation de Montréal qui ont été mis au jour et surtout mis en valeur. Parce qu'on a eu cette insigne intelligence, au lieu de, si vous voulez, de les recouvrir d'une coupole ou d'autrement, on a tout simplement placé des plaques de verre et on marche littéralement là où on a marché en 1642 et où on a construit les traces du fort. Je dois vous dire, je suis allé l'été dernier parce que ça a été inauguré l'été dernier à l'occasion du 375e anniversaire. C'est très impressionnant. On ne peut pas ne pas... je ne suis pas voyant, je ne suis pas devin, je ne crois pas trop à l'horoscope, mais quand on est sur cet endroit, on est obligé de... Enfin, on arrête quelques secondes, quoi, parce que c'est là où tout a commencé, finalement. Et donc, cette colonie de Paul de Chemédé de Maisonneuve et de Jeanne Mance, une colonie qui, très tôt, évidemment, fait face à l'hostilité des Iroquois,
Et pourquoi? Parce que, évidemment, les Iroquois étaient en guerre avec les Algonquins. Les Algonquins ont plutôt pensé se rapprocher du fort de Maisonneuve pour y trouver refuge quand ils étaient pourchassés par les Iroquois. Donc, ça devient une sorte de refuge pour les Algonquins. Les Algonquins, évidemment, se prennent d'alliance avec la colonie de Maisonneuve, à telle enseigne que le premier baptême est celui d'une petite fille algonquine très rapidement, l'année suivante. Et donc, pour les colonistes, c'est un élément encourageant puisqu'on fait des convertis. Mais par ailleurs, comme je vous souligne, on fait des convertis qui sont continuellement harcelés par les Iroquois. Parce que l'idée de la colonie de Maisonneuve, c'est d'avoir un poste avec une chapelle et des services religieux, et en bordure du fort, la palissade qu'on a construit, d'avoir des campements donc d'Indiens qui progressivement prendraient évidemment les habitudes françaises. Parce que, comme je l'ai souligné tantôt, on veut en faire de bons sujets du roi, et cette idée de vouloir les intégrer à la culture française est une idée, évidemment, qui aura un avenir très important parce que au XIXe siècle, l'évolution des relations entre les Autochtones et les Européens qui avaient pris naissance, nos ancêtres et les anglophones qui sont évidemment établis au Canada après la cession du Canada en 1763, tant qu'on a eu besoin des Autochtones, on avait évidemment des relations extrêmement, je dirais, bien entretenues, puisque les populations d'origine française étant peu nombreuses, il fallait recourir à l'aide des populations autochtones pour pouvoir d'abord maintenir le commerce et surtout maintenir la défense du Canada. Et lorsque les Américains, en 1775, tenteront, ce qu'on appelait les Bostonnais à l'époque, tenteront de s'emparer de Québec la veille du jour de l'an, donc le 31 décembre, ce sont les Autochtones et les milices francophones qui réussiront à repousser les Bostonnais et à garder le Canada sous la souveraineté britannique. C'est très important de se souvenir de cela. Et de la même façon, en 1812-1814, pendant les guerres napoléoniennes, les Américains, évidemment, voyant les Britanniques occupés sur les champs de bataille européens, se sont dit, les garnisons sont évidemment, permettez-moi, dégarnies, donc affaiblies. Les Américains ont tenté une seconde fois de s'emparer du Canada. Et cette fois-là encore, ce sont les Autochtones et les Canadiens français qui ont repoussé les Américains pour la deuxième fois. C'est donc vous dire que l'appui des populations amérindiennes, j'allais dire sympathiques ou gagnées aux intérêts français, ont joué un rôle très important dans le maintien de la souveraineté britannique à l'égard du Canada. Et sans les Autochtones, en 1775 et dans la guerre de 1812-14, le Canada, en 14, serait passé aux Américains s'il n'avait pas déjà été en 1775. Et évidemment, l'histoire du 19e siècle est bien différente, puisque pendant toutes ces années, comme nos ancêtres, les Français, avaient besoin des Autochtones, eh bien, ils parlaient autochtone. N'est-ce pas? En 1701, lorsque le gouverneur de Calière, le gouverneur de Montréal, signe la paix avec les 36 nations autochtones pour stabiliser le développement du pays, eh bien, toutes les négociations se sont déroulées en langue autochtone, dans tous les dialectes parlés par les Amérindiens. Et il y avait des truchements, c'est-à-dire des interprètes, à telle enseigne que mon ancêtre était un truchement, qui a quitté Bergerac en 1648, engagé par les Récollets sous un contrat de 3 ans, renouvelé après 3 ans, et il est demeuré au Canada. Pourquoi? Parce qu'il avait appris les langues autochtones. Donc, c'était le métier, la profession de l'heure, puisque pour maintenir ce contact avec les Autochtones, on parlait leur langue. Les Français parlaient leur langue. À telle enseigne que les premiers lexiques, les premières grammaires ont été rédigés par les Jésuites pour permettre évidemment aux Français d'apprendre les langues autochtones.
Évidemment, le sort au 19e siècle en a décidé autrement, puisque la croissance de la population d'origine européenne au Canada et l'occupation des territoires au centre et à l'ouest du pays qui étaient aux mains des Autochtones, ces territoires devenaient finalement des freins au développement du Canada. Et évidemment, l'idée est venue très rapidement dans la tête des dirigeants de l'époque qu'il valait mieux civiliser les populations autochtones. Et dès 1846, une loi a été adoptée au Parlement du Canada uni, et le titre, je le cite de mémoire, « Loi pour la civilisation graduelle des nations sauvages ». Donc, en employant un vocabulaire, j'allais dire, défavorable à l'égard de l'identité autochtone, évidemment avec les bienfaits que la civilisation apporte en termes de connaissances littéraires, en termes de découvertes, en termes de vie de tous les jours, en termes de nourriture, en termes d'hygiène, parce que c'était la grande hantise des populations d'origine européenne, l'hygiène des Autochtones. On craignait évidemment que les Autochtones transportent toutes sortes de bactéries ou enfin de maladies, et on gardait toujours les Autochtones un peu à l'écart pour éviter de contaminer, puisqu'à cette époque-là, la peste était évidemment un élément extrêmement craint par les populations, et on croyait que tous ces virus, ces microbes étaient transportés par les Autochtones. Donc, l'idée de civiliser les Autochtones s'impose dès le milieu du 19e siècle, et à partir de cette période, c'était vraiment l'âge noir des Autochtones. Et je vais, si vous voulez, je regarde l'heure parce que je sais qu'à 8 heures, il faut remballer, et je ne veux pas abuser de votre patience, comme disait Cicéron à Catilina, mais et vous voudriez aller dîner certainement. Mais si vous me permettez, je dirais un mot sur cette question-là, parce que tout ça ressurgit actuellement au Canada. C'est d'une très grande actualité au Canada, cette idée donc de faire droit aux Autochtones de leur identité perdue, de leur langue perdue, de leur territoire spolié. Et à partir donc du milieu du 19e siècle, l'histoire des relations entre le Canada et les Autochtones, évidemment, c'est l'histoire de ce que la juge en chef de la Cour constitutionnelle du Canada, qui est la Cour suprême au Canada, a qualifié il y a 2 ans de génocide culturel. Alors, si le juge en chef de la Cour constitutionnelle de France déclare dans une décision de la Cour qu'il s'est agi d'un génocide culturel, vous voyez immédiatement les conséquences qui en découlent. Et la Cour, dans une décision extrêmement importante, a dit ceci: les Autochtones au Canada n'ont jamais été conquis. Je répète, ils n'ont jamais été conquis. Donc, on ne leur a jamais imposé les lois européennes suite à une défaite militaire. D'accord? Ce que, évidemment, les Espagnols et les Portugais n'ont pas vécu de manière semblable. Les Espagnols ont littéralement conquis l'Amérique du Sud, de même que les Portugais. Alors qu'au Canada, nos ancêtres, les Français, ont toujours tenté de négocier. La Grande Paix de Montréal de 1701, c'est un traité. Et vous voyez, sous chacune des nations autochtones signataires, un pictogramme représentant l'identité de la nation. Et c'est vous dire que cette Grande Paix de 1701, ce n'est pas un traité d'armistice au sens où on s'assujettit à la souveraineté d'une autre autorité. C'est une façon de vivre en commun. Donc on l'appelle la Grande Paix, plutôt c'est un traité de cohésion en définitive, de 2 sociétés qui vont vivre côte à côte en se respectant dans leur caractère identitaire. Et c'est extrêmement important parce que à partir du 19e siècle, la politique canadienne a été vraiment une politique
coloniale de type impérialiste, c'est-à-dire de l'imposition d'une civilisation ou des valeurs d'une civilisation qu'on estime supérieures à des populations qu'on estime inférieures parce que non civilisées, c'est-à-dire non parties adhérentes aux valeurs exprimées, véhiculées par la civilisation dominante. Et c'est tellement vrai que le gouvernement canadien va établir un réseau de pensionnats autochtones à travers le Canada. Et vous savez comment ils fonctionnaient, ces pensionnats autochtones? On saisissait les enfants dans les familles amérindiennes, on les transportait dans des pensionnats situés à au moins 800 km de leur lieu d'origine, donc de leur famille. On leur coupait les cheveux à l'européenne, on les dépouillait de tous leurs vêtements autochtones. S'ils parlaient leur langue, ils étaient punis. Physiquement, on va s'en dire, puisque c'était la norme à cette époque-là. Et évidemment, on leur inculquait les valeurs de la civilisation graduelle auxquelles ils devaient adhérer. Et lorsqu'ils étaient devenus majeurs, on les retournait dans leur communauté, mais ils étaient devenus, en somme, apatrides, puisqu'ils ne parlaient plus leur langue. Ils ne s'identifiaient plus, évidemment, à leurs coutumes familiales. Ils étaient complètement déracinés, et cette politique-là a été appliquée pendant 150 ans, jusqu'en 1989, n'est-ce pas? Et de 1951 à 1991, il y a eu 60 000 enfants en Ontario qui ont été littéralement capturés par la Gendarmerie royale du Canada et placés en adoption dans des familles qu'on appelle allochtones, donc des familles qui n'étaient pas des autochtones. Et le gouvernement canadien a signé il y a 2 mois une compensation de 800 millions de dollars pour ces enfants, donc ce qu'on appelle les enfants qui ont été enlevés. Et le gouvernement a payé l'an dernier la somme totale de 4 milliards 100 millions pour les 50 000 survivants des pensionnats autochtones. C'est vous dire que la réalité autochtone au Canada, aujourd'hui, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a évidemment connu dans notre histoire. Et le Canada a évidemment fait amende honorable à la face du monde entier au mois de septembre dernier. Ceux et celles d'entre vous qui avaient pu lire le discours que le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a prononcé cet automne à l'ouverture de la session d'automne, en septembre, à l'ouverture de la session d'automne des Nations Unies, il n'a parlé que d'un seul sujet. Et il s'est excusé à la face du monde pour le sort qui avait été fait aux Autochtones au Canada. Pour vous donner une ampleur du problème, il y a 29 réclamations territoriales actuellement pendantes devant les tribunaux canadiens pour des territoires qui sont revendiqués par les Autochtones. Pour vous donner un exemple, le site du Parlement du Canada est revendiqué par les Algonquins. D'accord? Même le territoire de Montréal fait l'objet de revendications par les Iroquois. Et il y a environ 470 réclamations particulières ou spéciales pour la mise pour défaut du gouvernement d'avoir honoré les engagements pris dans des traités signés au travers de l'histoire. Parce qu'évidemment, ce qu'on faisait tout simplement, c'est qu'on signait un traité et puis on allouait à une nation autochtone un territoire donné avec des périmètres très, très bien déterminés, en général à l'extérieur des couloirs d'immigration dans l'ouest du Canada. Et évidemment, on s'engageait dans ce traité de fournir la nourriture. Et ce qui arrivait, c'est qu'avec les années, les engagements du gouvernement faisaient comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on envoyait de moins en moins de farine, de moins en moins de blé, et les populations autochtones redemandaient évidemment que leurs droits soient reconnus, et à ce moment-là, on renégociait l'étendue du territoire. Alors c'est une histoire absolument, j'oserais dire, honteuse. Et tout cela, j'allais dire, chers amis, parce que je me sens peu à la maison ici, même si le Canada avait signé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, n'est-ce pas, où normalement les hommes et les femmes sont, n'est-ce pas, égaux. Eh bien, le gouvernement, en 1876, le gouvernement canadien avait adopté une loi dite sur les Indiens, Indian Act, et dans cette loi, le gouvernement avait fait imaginer ceci de machiavélique,
c'est qu'évidemment, comme on transmet l'identité par les mères, comme vous savez, les sociétés autochtones sont généralement matriarcales, c'est la mère qui passe l'identité à la génération suivante. On avait imaginé un système qui avait pour effet d'exclure tout enfant autochtone dont la mère aurait marié un non-autochtone. Donc en partant, si vous alliez vivre à l'extérieur de la réserve et que vous mariez un non-autochtone, tous vos descendants perdent leur statut d'Indien. De la même façon, on a déterminé de façon arbitraire que toutes les femmes qui avaient eu un cousin ou une grand-mère qui avait marié un non-autochtone étaient toutes exclues également de l'identité reconnue autochtone. Donc, vous voyez exactement quel était le système. L'objectif, c'est ce que j'appelle le principe de l'entonnoir, c'est-à-dire de serrer finalement progressivement la progéniture, de façon à ce qu'à la fin, on arrive avec quelques milliers d'Autochtones. Et puis, à ce moment-là, bien évidemment, on peut se repartager le territoire. Alors, c'était proprement machiavélique, et à partir des années 70, quand les Autochtones se sont conscientisés qu'ils avaient été spoliés dans leur territoire, ils se sont adressés aux tribunaux canadiens, à la Cour suprême du Canada, la Cour constitutionnelle au Canada. Et c'est à partir d'un jugement de 1973 que les Autochtones se sont vus progressivement reconnus dans leurs droits et que nous sommes engagés, comme le Premier ministre du Canada l'a fait à la face du monde aux Nations Unies, de s'excuser donc au nom des gouvernements successifs, de quelque couleur politique qu'ils soient, et de s'engager à signer la Déclaration universelle des Nations Unies, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et je voudrais vous lire l'article 8 de cette Déclaration des Nations Unies de 2013, que le Canada a endossé seulement en 2016, et je lis l'article 8, je cite, « Les Autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. » 2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits, toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée, et évidemment d'adopter des compensations à milliards de dollars, comme je l'ai mentionné tantôt. Je le dis parce que, évidemment, à l'époque de Chemédé de Maisonneuve, on est loin de reconnaître, en fait, les populations autochtones comme devant être, en somme, prises dans leur identité ancestrale. Évidemment, la religion autochtone ou les principes religieux, le chamanisme, tout ça, c'est évidemment du paganisme, c'est associé aux pratiques démoniaques, presque susceptibles d'exorcisme. Et ce mouvement, donc, au XVIIe siècle d'évangélisation, est un mouvement également de lutte contre l'idolâtrie, puisque, comme vous le savez, les populations à cette époque-là ne sont pas des populations qui vivent sous l'influence de la science. On peut imaginer à peu près n'importe quoi. Ceux et celles d'entre vous qui connaissez bien la pièce de théâtre d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, il suffit qu'une personne parte pour dire qu'elle a vu le diable, et puis tout le monde a peur, et puis tout le monde a vu le diable dans les jours qui suivent. Alors, il est très facile d'ameuter l'opinion, et évidemment de trouver des boucs émissaires, et par conséquent, l'objectif de civiliser, entre guillemets, c'est-à-dire de convertir les Autochtones et progressivement de les intégrer dans les canons de la civilisation européenne, sont un objectif qui apparaît tout à fait salutaire et salvateur pour ceux qui le pratiquent. Parce que le groupe de Maisonneuve, évidemment, un groupe de dévots, croit que ce faisant, ils se soumettent à la volonté de Dieu et surtout au prosélytisme que l'on lit à pleine page dans les relations des Jésuites de l'époque. Vous allez me dire, vous êtes rendu très loin de Maisonneuve. Je reviens à Maisonneuve, mais parce que je veux que vous situez dans cette aventure de Maisonneuve.
Et l'histoire a ceci pour moi, je crois, d'important, c'est qu'il faut comprendre ce qui est venu avant, et il faut voir aussi ce qui est venu après, qu'est-ce que ça a provoqué, comment ça a été détourné finalement de sa mission de base ou de j'oserais dire, de son objectif de base. Et Maisonneuve, évidemment, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un militaire essentiellement, qui est aux prises avec le gouverneur de Québec, puisque le gouverneur de Québec voit d'un très mauvais œil cette colonie qui est un peu en marge. C'est un peu comme, si vous voulez, j'allais dire presque ces sectes, vous savez, qui vivent à un moment donné en marge de la société. Le gouverneur avait l'impression qu'il allait perdre le contrôle du développement de cette colonie. Maisonneuve revient en France en 1647 pour recruter une nouvelle fois des hommes pour pouvoir évidemment tenter de, de renforcer la défense de la colonie. Encore une fois, grâce à Jeanne Mance, cette dame aristocrate, Madame de Bullion, souscrit encore une fois 20 000 livres. Et quand Maisonneuve revient une seconde fois pour tenter d'augmenter les recrues, cette fois-là, c'est le président Lamoignon du Parlement de Paris qui souscrit 20 000 livres. Et ça, c'est vraiment, je dois vous dire, quand je lisais ça dans les documents de l'époque, c'est une partie de l'histoire qui est vraiment pas connue. Bon, des mécènes, vous savez, des mécènes qui font des dons anonymes pour des fins humanitaires, on en connaît, c'est une chose qui est courante. Mais que le président du Parlement de Paris souscrit 20 000 livres à Maisonneuve pour lui permettre de recruter une centaine environ d'hommes pour partir à la défense du Canada, c'est un élément, à mon avis, extrêmement important qui démontre bien l'esprit de l'époque. Et je crois que dans ce contexte des développements, évidemment, de la colonie de Paul de Chemédé de Maisonneuve, il faut comprendre aussi que pour Maisonneuve, le but premier, ce n'est pas le troc des fourrures. Le but premier, c'est vraiment la conversion des infidèles. Et cela, évidemment, reste un élément un peu encombrant dans la politique du gouverneur de l'époque. Ce qu'on voulait favoriser, c'était le commerce. L'exclusivité du commerce appartient à la Compagnie des Cent Associés, laquelle compagnie sera dissoute en 1663 pour être remplacée par la Compagnie des Habitants. Et entre-temps, évidemment, le poste que Maisonneuve a réussi à implanter sur la pointe de l'île de Montréal est redevenu stratégique pour le commerce des fourrures. Et évidemment, comme on dit communément, il ne cadre pas dans les plans du gouverneur qui est finalement de faire de Montréal, de redonner à Montréal son rôle de plaque tournante du commerce. Et évidemment, Maisonneuve sera aux prises avec les gouverneurs successifs de la Nouvelle-France, à telle enseigne que lorsque le nouveau gouverneur de Tracy arrivera en Nouvelle-France pour prendre son poste, il intriguera pour que Maisonneuve soit rappelé par les autorités françaises. Et Maisonneuve retourne en France, donc, et ne reviendra plus au Canada. On le dépouille de son titre et de sa fonction de gouverneur de Montréal. Évidemment, ce qui, à mon avis, j'oserais dire, est presque un trou dans l'histoire, c'est que Maisonneuve, n'ayant pas tenu de journal de bord, n'ayant pas non plus écrit de mémoire lorsqu'il revient, j'allais dire, chez vous, de l'autre côté de la rue, ayant raconté, en somme, dans des textes, ses souvenirs ou ses objectifs, comment il voyait le développement à cette époque-là, on doit évidemment s'en remettre à des sources, je dirais, contextuelles, et les quelques écrits où on mentionne son nom, ses vertus, mais il n'y a pas de biographie scientifique de Maisonneuve actuellement. C'est un manque. On aurait pu croire que pour le 375e de Montréal, un historien comme Madame Raymond d'Italien, qui est présente ce soir, une historienne chevronnée, une archiviste chevronnée, une personne de telle qualité, ait pu reprendre l'histoire de l'aventure de
colonie évangélique, entre guillemets, et nous aider à mieux comprendre l'ensemble, si vous voulez, des forces en présence qui s'affrontaient à l'intérieur de cette parcelle de territoire, finalement, qui va évidemment dès le départ de Maisonneuve, qui coïncide aussi, et je tiens à le rappeler, avec la suppression de toutes ces sociétés secrètes ou religieuses par Louis XIV. Louis XIV, évidemment, lorsqu'il arrive au pouvoir, on lui fait comprendre très rapidement que ce qui a causé les tribulations de Louis XIII, c'est cette espèce d'éparpillement des influences et des regroupements d'intrigues à travers des sociétés plus ou moins secrètes, parfois sous des couverts religieux, parfois sous des couverts essentiellement politiques. Et l'un des premiers gestes de Louis XIV d'affirmation d'autorité royale, c'est deux choses. Abolir évidemment les sociétés secrètes et faire du Canada une colonie royale. Donc, à compter de Louis XIV, le Canada cesse d'être, si vous voulez, départagé entre des entreprises privées qui essayaient évidemment simplement d'exploiter, en définitive, les ressources du pays sans vraiment s'intéresser au peuplement. Et à partir du moment où Louis XIV monte sur le trône, il se passe une chose, il décide qu'il est temps de mettre la paix avec les Iroquois et il lève le fameux régiment de Carignan-Salière, au-delà de 1000 soldats qui viendront donc dans des expéditions pacifier le Canada. Et Dieu merci, si vous me permettez, je n'aime pas invoquer Dieu, comme vous savez, dans des débats politiques, ce n'est pas un débat politique. Dieu merci, la majorité de ces soldats resteront au Canada, prendront pour épouses les filles du roi, c'est-à-dire ces femmes recrutées dans les orphelinats à Paris, dans les maisons de jeunes filles. Ce ne sont pas des prostituées, je tiens à le dire, contrairement à la colonisation qui a été faite dans d'autres colonies françaises. C'était des jeunes filles de bonne famille, et pour une raison très simple, c'est que Richelieu avait décidé que le Canada, ce serait une colonie catholique, et que par conséquent, il n'y avait aucun visa donné pour aller au Canada si vous n'étiez protestant. Les protestants étaient exclus complètement. Donc le Canada était une colonie catholique jusqu'à la fin pratiquement de la souveraineté française monarchique sur le Canada. Et c'est ce qui a fait que la religion catholique y a pris une emprise considérable au travers des années, telle enseigne que moi-même, et c'est le cas de certains d'entre nous, quand j'étais jeune, tout l'enseignement secondaire, garçons et filles, était exclusivement aux mains des communautés religieuses. Les universités au Québec étaient des universités religieuses, avec des chartes, n'est-ce pas, papales. Tous les services hospitaliers étaient aux mains des congrégations religieuses. Tous les services sociaux, les pensionnats, les refuges pour femmes esselées, les refuges pour les orphelines, les refuges pour les personnes vieillissantes, tous les services sociaux étaient opérés par les communautés religieuses. Et évidemment, en l'espace de quelques années, suite à Vatican II, ça a provoqué un tsunami. Tous les collèges ont été nationalisés, tous les hôpitaux ont été rachetés. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes une société, laïque. Mais tout cela pour vous dire qu'il faut comprendre d'où nous venons pour avoir une idée de où nous allons. Et je crois que cette aventure de Maisonneuve est une aventure absolument remarquable parce qu'elle nous permet de comprendre souvent quels sont les caractères d'une société. Les caractères d'une société, vous le savez très bien, vous vivez en France, évidemment, et vous êtes en mesure de comprendre ce qu'est le roman national, c'est-à-dire l'histoire que vous avez vécue et comment vous l'interprétez au travers des années. Et cette histoire qu'on interprète au travers des années, comme vous savez, elle prend une coloration très différente selon les époques. L'histoire, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas la chimie, n'est-ce pas? Ce n'est pas les principes de physique. L'histoire, c'est essentiellement une science d'interprétation que la distance du temps nous permet de mieux apercevoir. C'est un peu comme si vous êtes au pied des montagnes, vous voyez évidemment le mur d'arbres et de rochers devant vous.
Mais si vous vous éloignez de 5 km, vous voyez mieux les aspérités de la montagne et comment elle est composée, comment elle se définit. L'histoire, c'est un peu comme ça, c'est de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui pour tenter de déterminer jusqu'à quel point ce que nous vivons aujourd'hui a été en fait le résultat de décisions, d'initiatives, d'entreprises qui nous ont précédés parfois 400 ans plus tôt, 300 ans plus tôt. Et c'est tellement, je vais terminer là-dessus, parce que je vois que j'ai parlé trop longtemps, mais j'ai retrouvé récemment le programme, le récit souvenir de l'inauguration du monument de Maisonneuve en 1895. Ah, en 1895, on voulait célébrer le 250e anniversaire de Montréal et un groupe de citoyens s'est rassemblé pour recueillir des fonds du public et commander un monument pour qu'il soit installé sur la place d'Armes, face évidemment à la basilique Notre-Dame de Montréal. Et ce qu'il y a de remarquable dans ce récit souvenir, ce sont les discours prononcés à cette époque-là. Et quand vous lisez les discours prononcés, il ressort toujours ce que j'appelle les mentalités de l'époque. N'est-ce pas? Un homme ou une femme politique qui fait un discours, quand vous l'analysez avec la perspective du temps, vous arrivez à comprendre quels étaient les schèmes de réflexion, les valeurs, les objectifs poursuivis par ces hommes et ces femmes à l'époque où ils ont parlé. Alors, je vous lis seulement, je vous cite quelques mots de chacun des discours prononcés. D'abord, celui par le juge Paniuelo, qui était le président du comité qui a rassemblé les fonds. Il parle en 1895. Et voici comment il parlait des Autochtones. Je lis ceci. Gravé à jamais dans le cœur de tout un peuple le souvenir des vertus de cette poignée de braves et de saints, des saints, hommes et femmes, qui ont quitté patrie, famille, repos, ont traversé les mers sur des frêles barques et se sont plongés dans la forêt au milieu de peuplades barbares, guerrières et cruelles, dans la seule vue de glorifier Dieu et de se rendre utile au prochain. Donc ça, c'est c'est la façon dont on voit la naissance de Montréal à cette époque-là. Et ensuite, ce qui m'a frappé, c'est le discours du gouverneur général du Canada à cette époque-là, Lord Aberdeen, un anglophone. Il dit ceci. Et lorsque nous, Anglais, considérons le zèle et le courage des pionniers français, comment nous trouverions-nous pas un puissant stimulant à coopérer franchement et cordialement au développement de ce magnifique pays, conjointement avec les descendants de ceux qui les premiers l'ont découvert et colonisé. Donc, l'idée de la découverte et de la colonisation est un élément extrêmement important. Même si on n'a pas découvert le Canada était peuplé. Il y avait des centaines de milliers d'Autochtones à travers tout le Canada. Mais le Canada commence vraiment, si vous voulez, à compter du moment où les colonistes prennent pied au Canada. Et ensuite, je passe au discours donc, du lieutenant-gouverneur du Québec, donc le représentant de Sa Majesté au Québec. Et il dit ceci. Non moins vertueux que brave, il parle de Maisonneuve, il accueillit avec ferveur l'appel qu'on lui fit de mettre son épée, sa fortune et sa vie au service d'une cause qui enrôlait les volontés les plus fières, les intelligences les plus élevées, les caractères les mieux trempés. La conquête de l'Amérique sur la barbarie et l'idolâtrie. Donc, on comprend très bien quelle était la pensée des autorités de l'époque. Et il y a cette phrase suave dans le discours du lieutenant-gouverneur. « Nous n'avons pas besoin pour cela de renoncer à nos traditions, à notre histoire. Nous n'avons qu'à consolider l'œuvre déjà faite. » Et là, entre guillemets, « droits égaux et justice égale pour tous. » Cela voulant dire, mais pas les Autochtones, évidemment, ne font pas partie de ce grand rêve de civilisation. Et ensuite, évidemment, je pourrais citer, je vais terminer parce que je sais que l'heure arrive et j'abuse de votre patience, mais le discours également du supérieur des Sulpiciens, puisqu'après Maisonneuve, ce sont les Sulpiciens qui deviendront les propriétaires de l'île de Montréal. Et le supérieur des Sulpiciens dit ceci.
Est-ce cette ville que je tenais parfois tout entière dans mon fort de la Pointe-à-Calière, que j'ai défendue pendant près de 10 ans contre les tribus barbares avec 150 braves seulement? Donc, vous voyez comment notre roman national au Canada s'écrit. On aime évidemment se projeter dans une certaine position, je dirais presque de supériorité, n'est-ce pas, de civilisation. Et c'est une certaine forme de lecture du monde qu'aujourd'hui, évidemment, au Canada, nous sommes en train de revoir à coups de milliards dans des négociations qui sont, croyez-moi, très fastidieuses, très onéreuses, mais je crois que ce sont des valeurs d'humanité que nous tentons de réintégrer dans notre roman national. Dans 375 ans, que dira-t-on de ce que nous vivons actuellement au Canada par rapport à la façon dont nous nous voyions, nos ancêtres nous voyaient en 1895 au moment où on inaugure le monument de Maisonneuve? Vous constatez que jusqu'à quel point comprendre l'histoire, c'est un incontournable. Si on veut vraiment, j'oserais dire, saisir les nuances du temps, c'est-à-dire là où nous nous retrouvons dans la trame historique, et vous vous retrouvez dans une trame historique en France. J'adore venir en France, je vais vous dire pourquoi, parce que je vois mieux le Canada d'ici. Et c'est le principe de l'éloignement de la montagne, n'est-ce pas? Quand j'observe la société française, j'arrive à mieux comprendre qui nous sommes comme Canadiens, descendants de vous, depuis, comme je vous souligne, depuis près de 400 ans, mais dans un contexte où nous tentons, nous aussi, d'illustrer des valeurs de civilisation, des valeurs d'humanité, de respect d'autrui, dans un contexte d'une société, évidemment, qui est petite en nombre, mais qui est grande en territoire et en ressources. Tout cela part, évidemment, d'une certaine vision à une époque qui a évolué, bien sûr, et non pas pour en faire le procès. Je ne voudrais pas que vous preniez mes propos comme étant une charge contre cette époque-là. Au contraire, je crois que, vous savez, il y a des mouvements aux États-Unis pour enlever les statues sur les places publiques ou d'enlever les noms aux endroits. Moi, je suis plutôt de l'école où expliquons les gens. S'il y a une statue ou une plaque qui ne correspond plus à notre façon de voir le monde, ben mettons une inscription qui vient expliquer pourquoi on pense différemment aujourd'hui. Et là, les jeunes générations auront l'occasion d'apprendre. Mais si vous effacez les traces de l'histoire, ben, tous ceux qui ont ça dans la main vont penser que le monde a commencé avec eux et elles. Et je ne crois pas que l'on progresse de cette façon-là, de façon certaine. Comme on en disait, le philosophe, c'est l'intelligence du passé qui nous permet de déterminer notre avenir. Et quand je dis de déterminer notre avenir, c'est-à-dire de prendre en charge notre avenir. Et c'est, à mon sens, la réflexion que l'équipée de Maisonneuve, l'épopée de Maisonneuve, selon certains auteurs romantiques, nous donne l'occasion de réfléchir. Et je voudrais certainement remercier Mme Loisy de m'avoir permis d'échanger ces propos avec vous ce soir, puisqu'on restera certainement attaché à cette personne.